Oh, il s'est terminé vers minuit et demi, un truc comme ça. On va démarrer, Inch'Allah. Faut pas vous faire perdre de temps. Euh, mettez-vous à l'aise. Euh, Inch'Allah, normalement, on va voir. Normalement, peut-être que ça a sûrement été enregistré. Il faut que je me renseigne. Normalement. Normalement. Euh, on va démarrer, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que vous allez bien, que les Barakallahu fik ya Shamar. Que les voyants sont offerts, que vos familles se portent bien, et évidemment que les ennemis sont à distance. Inch'Allah, aujourd'hui, comme le veut le vendredi, Inch'Allah, on va faire un petit peu un tour de l'actualité du monde, hein. Donc, vous êtes à bord de Hanifiya Airlines et après avoir, évidemment, sur un plan purement sommaire, fait un petit peu le tour de un petit peu historique, un petit peu actualité de l'Algérie, notre avion va se déposer à l'ouest de l'Algérie, euh, au Maroc. On va essayer de traiter ce sujet-là de façon assez, Inch'Allah ta'ala, objectif, hein, même si on sait que c'est un sujet qui déchaîne aussi pas mal de passion, notamment sur la toile. Je commence à faire un rapide exposé rapide et on va essayer de répondre aux questions. D'accord? Je vais essayer de répondre aux questions si les gens en ont. Et Inch'Allah, on va essayer de répondre à certaines questions. Mais en préambule, ce qui est important de comprendre, avant même de commencer, de comprendre que nous, notre pays, c'est quoi notre pays à nous? Quel est notre pays? C'est quoi notre pays? Est-ce qu'on vient de ce monde, nous? Ah, justement, c'est quoi notre pays? D'où est-ce que tu viens d'origine, toi? Eh ouais, mais nous, notre pays à nous, c'est le monde de l'akhira. On vient de l'au-delà, nous. D'accord? Nous, notre pays, c'est l'akhira. Et Inch'Allah, on espère que on habitera éternellement fi Jannah. D'accord? Mais évidemment que nous, notre pays d'origine, c'est l'akhira. C'est là qu'on vient, hein. Comme Allah Azzawajal nous rappelle, il a réuni toutes les âmes et, et il les a questionnées pour savoir, hein, quel euh, est-ce que man rabbuk, hein, est-ce que suis-je bien votre Seigneur? Évidemment, on a affirmé Bala, c'est-à-dire avec la plus grande affirmation qu'il était notre Seigneur et Maître. Notre origine à nous, en vérité, c'est l'au-delà. Et c'est depuis l'arrivée des Occidentaux, depuis l'arrivée des colons euh, dans le pays, en Afrique notamment, que ce soit du nord à l'extrême sud africain, et comme dans beaucoup de pays aussi dans le monde, quand le puissant il arrive dans un pays, il commence à tracer des frontières. Il a commencé à tracer des frontières, et finalement aujourd'hui, dans le monde actuel et le monde moderne, on se rend compte qu'on est en train de s'entre-déchirer, alors qu'à l'origine, on formait, hein, comme Allah Azzawajal dit, nous a créé d'Adam.
D'accord? On vient tous d'Adam. On a tous comme père Adam et Hawa. Tous. D'accord? Et avec le temps, on est rentré dans la bêtise du nationalisme. Alors que, allez, au 19e siècle, quand il y a eu, hein, quand les pays, quand ils sont commencés à arriver chez nous, d'accord, ils ont commencé, bon, plus tard, hein, pour certains, on sait que les Ottomans sont arrivés au 16e siècle. Mais quand les colons ont commencé à s'intéresser à l'Afrique à partir du 15e siècle, ah, les phases de colonisation, elles ont eu lieu au 19e. Et donc, quand il y a eu cette campagne et cette grande campagne, nous, on a commencé aujourd'hui à se faire la guerre. D'accord? À l'origine, le Maghreb, c'est-à-dire que le Maghreb, d'accord, c'est des peuples berbères, d'accord, comme il l'est dans des pays nord-africains, d'accord, tous les pays nord-africains. Euh, Quand je parle de pays nord-africains, j'englobe aussi vraiment on prend le Sahara et le Sahel, d'accord, tous les pays. Et donc, il y a les Berbères, il y en a évidemment dans les pays de l'extrême nord, de la Libye à l'est jusqu'au Maroc à l'ouest, mais il y en a aussi, évidemment, dans des pays comme la Mauritanie, des pays comme le Mali, hein, Burkina Faso, etc., Niger, Tchad, d'accord? C'est là où sont aussi les Berbères. Donc c'est des gens, ok, ils ont aussi un mode de vie, hein, c'est des nomades, aussi complexes, il y a des tribus, des dynasties, etc., mais c'est un peuple qui avait son mode de vie, d'accord? Le nomadisme, c'est des choses que défendent, c'est un mode de vie que défendent aujourd'hui encore les Berbères, hein. Par exemple, au Normalie, ce sont un mode de vie qu'ils, euh, qu'ils défendent. Et justement, le pillage des ressources a rendu ce mode de vie invivable. On sait par exemple au Niger notamment que le fait de retirer le phosphate, l'uranium, on retire avec des produits ultra nocifs, hein, et c'est du poison en fait. Et ça tue non seulement les nappes phréatiques, mais en plus de ça, ça détruit le mode de vie. C'est ultra cancérigène, hein, retirer l'uranium et de prendre ce qu'on appelle le yellow cake, de récupérer ce truc-là. On utilise des produits ultra chimiques et c'est très mauvais pour le mode de vie au niveau. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. D'accord? L'eau, elle est pas potable. Les sols deviennent morts et ça tue leur mode de vie. Bref, le Maroc ne déroge évidemment pas à cette règle, hein, des pays nord-africains, hein, où il y avait évidemment énormément de berbères, d'accord, à l'origine. Donc c'est un pays d'Afrique du Nord qui fait aujourd'hui 37 millions d'habitants à peu près, hein, qui a une superficie de 446 550 km², ou, évidemment, parce qu'il y a certains qui vont bondir, 710 850 km², si on y inclut le Sahara occidental. Politiquement, c'est un pays qui est dans une monarchie absolue, à monarchie constitutionnelle, pardon. Et donc, le monarchie constitutionnelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une monarchie où le président, ou le roi, il n'a pas le pouvoir absolu, d'accord, comme dans une monarchie absolue, justement, où il a toutes les casquettes du monde. Là, lui, on va dire qu'il ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ce soit, euh, bien que ce soit le roi, d'accord, bien que ce soit le roi du Maroc. Euh, Son territoire, il a été jadis euh, dominé par des tribus berbères connues sous le nom de la Mauritanie. D'accord, la Mauritanie, on avait vu la semaine dernière quand on avait parlé d'un petit peu, ou il y a 2 semaines quand on avait fait l'Algérie, on avait expliqué qu'il y avait les Numides, hein, les Numides dans le territoire algérien, aussi un peuple berbère. Et il y avait à l'ouest, d'accord, à l'extrême ouest, il y avait la Mauritanie qui, quand la Numidie elle a commencé à affaiblir, a pris beaucoup de parts des territoires, puisqu'elle collaborait avec Rome, hein, collaborait avec Rome. C'était qu'on appelle ça un diocèse. D'accord, les diocèses à l'époque, c'est des termes qui ont été récupérés par les catholiques, mais les diocèses chez les Romains, voilà, c'était comme une région dans laquelle ils mettaient un préfet, hein. Et donc, elle appartenait à un diocèse, donc le nord du Maroc.
appartenait à un diocèse romain. Hein, on appelait, cette région, elle a été appelée, quand elle a été conquise par les Romains, la, comment dirais-je, la, j'ai oublié j'ai oublié le nom. Il s'appelle, c'était la Césarée, Césarée quelque chose. D'accord, Césarée, j'ai oublié. Al-Mohim. La Mauritanie césarienne, d'accord? Non, Mauritanie Tangitane, d'accord? Tangitane, d'accord? De Tanger. Ok, il y a aussi, c'est la césarienne qui était de la partie est de la Mauritanie. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment donné où ça faisait partie de l'Empire romain et ça aura une importance plus tard pour comprendre les différents conflits qui vont émailler notamment avec l'Algérie aujourd'hui. Donc, le Maroc a, dès le début, en tout cas dans son nord, hein, pas le sud du Maroc, la partie nord, d'accord, très nord, celle de Tanger, et faisait partie de l'empire l'empire romain d'Occident, d'accord, l'empire romain d'Occident. Elle a fait partie de cet empire-là. Il partage ses frontières, le Maroc, il partage ses frontières avec l'Algérie, la Mauritanie. Et on est obligé de le dire parce qu'il y a des gens qui, dans le monde, évidemment, l'histoire, ça ne nous appartient pas. On ne fait que on ne fait que de parler de faits. Et aussi, selon certaines sensibilités, aussi le Sahara occidental. D'accord? Parce que selon l'Union africaine, en tout cas, l'Union africaine reconnaît le Sahara occidental comme étant une république, on appelle une république arabe sahraoui démocratique. D'accord, il y a l'Union africaine, africaine le reconnaissent, évidemment pas la majorité, même si au départ, en tout cas, la majorité des pays africains, surtout au sortir de la colonisation, quand eux ont réclamé leur indépendance, euh, après, donc on en reviendra rapidement un peu après, euh, donc ils les ont inclus parce que c'était l'état d'esprit et le mindset, on va dire, de l'époque. C'est-à-dire que puisque les Africains se libéraient du joug de leurs colonisateurs, donc dans l'état d'esprit de l'Afrique, c'était inconcevable de ne pas reconnaître la demande d'autodétermination du peuple sahraoui qui était sous, en tout cas, protectorat, qui appartenait à l'Espagne. Évidemment, l'UE ne reconnaît pas, hein, l'UE ne reconnaît pas le Sahara occidental, l'Union européenne ne reconnaît absolument pas le Sahara occidental. Donc, il y a 55 pays de l'Union africaine, il y en a 54 qui le reconnaissent parce qu'évidemment, le Maroc ne reconnaît pas. Avec le temps, évidemment, ce soutien, il a commencé à s'effriter parce que il y a des accords commerciaux qui ont fait que ça a commencé à s'effriter. Mais on viendra un petit peu plus tard. Le Maroc, dans son histoire, il a réussi à préserver son indépendance pendant très longtemps, d'accord, plus d'un millénaire. Et la première grande dynastie berbère, c'était les Idrissides. Hein, les Idrissides qui étaient fondés par Idriss Ier, qui était l'arrière-petit-fils de Ali et de Fatima. D'accord? C'était d'après l'histoire. Et ils avaient fait leur capitale à Fès. D'accord? Fès, qui était la capitale des Idrissides. Et ensuite, cette dynastie, hein, qui a vécu à peu près 2 siècles, ok, ensuite elle a passé le flambeau, on va dire, aux Almoravides. D'accord, les Almoravides qui évidemment sont arrivés juste après eux en faisant chuter les Idrissides. Après les Almoravides, il y a eu les Almohades. Ok, les Almoravides, pour l'histoire, c'est ceux qui ont fait descendre, qui ont eu qui ont fait descendre l'empire, on va dire, entre guillemets marocain, on va se comprendre comme ça, vraiment jusqu'au Mali. Hein. Ils sont descendus très bas, il y avait la Mauritanie, ils sont descendus jusqu'à Tombouctou. Hein. Ensuite, les Almohades, ils ont récupéré derrière les Mérinides, les Idrissides. On est au XVe siècle encore à ce moment-là. À propos des Idrissides, d'autres Idrissides, hein, c'était une branche. Une branche. Hein. Puis ensuite, il y a eu les Saadiens, d'accord, au XVIe siècle. Ok. Il y a les Ouattacides aussi entre les deux. Ok. Et on est là actuellement, même s'il y a une courte pige avec
une petite dynastie, mais qui n'a pas duré longtemps. Mais on est actuellement avec la dynastie Alaouite, d'accord, Alaouite, hein, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc le roi Mohamed VI, hein, fait partie de la dynastie Alaouite. Puis on arrive 2 siècles plus tard. On se rappelle qu'au XIXe siècle, hein, les Occidentaux, les puissants, ils regardent l'Afrique. Ils commencent à se rendre compte que en Afrique, il y a énormément de richesses, il y a énormément de biens. Et en 1884, lors du congrès de Berlin, ils décident de se partager l'Afrique comme un morceau de gâteau. Et à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'Espagne qui avait récupéré les îles Canaries, d'accord, qui avait récupéré les îles Canaries à ce moment-là, sont arrivés au Sahara occidental, hein, à partir de 1884. Le Maroc, lui, il va devenir un protectorat français. En fait, il va être sous double protectorat. Un protectorat français et espagnol. Dans le nord et le sud, ça va être un protectorat espagnol. Et entre les deux, ça va être sous protectorat français. Alors, le protectorat, pour que ce soit clair, c'est comme une colonisation, sauf que, on va dire, on laisse un petit peu un pouvoir politique aux gens qui sont sur place. On se rappelle qu'à ce moment-là, quand Mohamed V il était là-bas, il s'est fait chasser, hein, par les Français. Ok, il a dû fuir à Madagascar, notamment, avec son fils Hassan II. D'accord, avec son fils Hassan II. Donc ça veut dire que c'était un protectorat, donc c'était lorsqu'il faisait pas non plus, le roi faisait pas ce qu'il voulait. Ok, il avait une certaine autonomie. La différence avec une colonisation, c'est que le colon récupère vraiment tout. Là, il laisse un semblant d'autonomie ou un petit peu d'autonomie sur certains points, mais évidemment, être sous protectorat ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux. D'accord? Donc, à partir de 1912, le Maroc devient protectorat français. Et là, on arrive dans les premiers conflits. Parce que là, évidemment, ils arrivent, ils se posent, là, ils prennent un petit peu ce qui se passe dans le pays, il fait bon vivre, tout ce que vous voulez. Et il y a des mouvements indépendantistes, évidemment, qui se lèvent pour demander à ce que la France parte. D'accord? Pour demander à ce que la France parte. S'il vous plaît, pas de débat parallèle, sinon je ferme le chat. Je vais le fermer, le chat. Donc, on a... donc, les premiers mouvements, ils commencent à naître. Les premiers mouvements commencent à naître. Et parallèlement à ça, on arrive vers 54. D'accord? 54, c'est là où vous avez notamment la guerre d'Algérie. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'à partir de ce moment-là, on va dire que le Maroc va apporter son soutien à la guerre d'Algérie qui se passe, la guerre de libération. Ok? Il y a toujours eu des mouvements, malgré le fait que la France était là, il y a toujours eu des mouvements qui ont voulu se libérer de leurs colons. Et donc l'Algérie, elle part en guerre à partir de 54. Et donc on sait, entre-temps, vous avez le Maroc qui, certains mouvements indépendantistes se lèvent et pour demander aussi leur part d'indépendance. Donc la France, à partir de ce moment-là, quand les mouvements de rébellion commencent à se lever, la France, elle aspirait plus à garder l'Algérie, qui était un vrai département français pour le coup, que son protectorat marocain. Donc du coup, elle s'est empressée en 56 de libérer de son protectorat, de libérer Maroc de son protectorat et de se concentrer sur le conflit qu'elle avait en Algérie. En tout cas, le conflit naissant était en Algérie. Donc en 56, le Maroc devient indépendant, d'accord, devient indépendant puisqu'il se libère de son protectorat à la fois français et espagnol. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive allez, une décennie plus tard, allez, on va dans les années 70, et là, l'Espagne commence à rentrer en crise. On sait que l'Espagne est sous, il y avait le dictature franquiste, d'accord, et sous dictature franquiste, et le général Franco commence à tomber malade, commence à avoir des guerres civiles, et donc ça commence à devenir compliqué de garder le Sahara occidental. Mais ils y restent quand même.
et ils sont confrontés en 73 notamment à un mouvement indépendantiste, ça s'appelle le Front Polisario, qui lui qui lui se bat contre les Espagnols pour réclamer son autodétermination. On se rappelle que c'était l'esprit et c'était la dominance dans ces années-là dans la majorité des pays d'Afrique. Tout le monde se battait pour récupérer son destin entre ses mains. Donc là, le Sahara occidental n'a pas dérogé à cette règle, et il y a le Front Polisario qui se crée, qui se forme en 73. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que lors de l'indépendance du Maroc, si vous voulez, il y a des ambitions de récupérer, des ambitions impérialistes, si vous voulez, de récupérer le passé d'antan, un territoire passé d'antan il voulait ce qu'on appelle faire le Grand Maroc. Allez, on fait simple. Le Grand Maroc. Il voulait récupérer toute une partie de l'Ouest algérien, parce qu'on sait que lors du conflit entre le Maroc et lors du conflit entre la France et l'Algérie, on sait que la France, elle a gratté une part de territoire historique, c'est vrai, qui appartenait au Maroc. Cette région qui était de la région de l'Ouest, qui est de l'Est, donc l'Est du Maroc, l'Ouest d'Algérie, d'accord, celle de Tindouf, la région du Tindouf et qui monte jusqu'au nord. C'est une région qui a été réclamée, d'accord, mais pendant les conflits avec la France et pendant le soutien du Maroc aux militants, algériens, le FLN, à partir de ce qui s'est passé, c'est que ils leur ont promis de reparler des frontières une fois le conflit terminé. Et ça a été le premier gros conflit qui a eu lieu avec l'Algérie. C'est parce que c'est un accord qu'il y a eu entre le Maroc, c'est-à-dire Hassan II à l'époque, et Ferhat Abbas, qui en 61 il dit qu'il rediscuterait des frontières après, une fois leur conflit terminé. Une fois que l'indépendance acquise en 61-62, Ferhat Abbas, Ferhat Abbas, il va se faire déposer et il va devoir partir. Et donc, du coup, cet accord, il va devenir caduc. Pour les Algériens, eux, ils vont considérer que, écoutez, on ne peut pas vous le donner pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un accord qui concerne... Il y a beaucoup de personnes de l'Ouest algérien qui sont... de l'Ouest algérien qui sont morts pour la libération de l'Algérie, donc ils sont de facto algériens. Donc eux, ils sont partis sur ce terrain-là, ils sont morts pour l'Algérie, ils ne sont pas morts pour le Maroc. Donc oui, ok, ils ont gratté ce que vous voulez, mais ils sont morts pour l'Algérie, non pour le Maroc. Donc ce sont des martyrs algériens, ce ne sont pas des martyrs marocains. Donc c'est évidemment, ça a énervé pas mal le côté marocain, et parce qu'il n'y a pas eu on va dire, le respect d'un accord qui a eu lieu avec, même si à l'époque c'était un homme qui n'est plus là, d'accord, Ferhat Abbas n'était plus là. Ce qui se passe ensuite, c'est que donc lors de ce conflit-là, ça a été donc le fait que, on va dire, la France avait essayé de soudoyer, si vous voulez, avec cette indépendance, en laissant cette indépendance en 56 au Maroc, a décidé de a voulu soudoyer le Maroc en leur disant, écoutez, ne les soutenez pas dans leur conflit avec nous, et comme ça, on vous libère, on vous laisse faire. Évidemment que le Maroc, à ce moment-là, n'a pas accepté et a voulu défendre ses frères et soutenir ses frères jusqu'au bout. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive, donc, on rebascule en 73, et là, donc, il y a le Front Polisario. Le Front Polisario, lui, va demander sa libération. Donc, on a atterri où on parlait de Franco, qui tombe malade et qui va commencer et qui va mourir dans pas longtemps. Et donc, ils veulent se débarrasser du Sahara occidental. Ce qui se passe, c'est que en 74, Hassan II, lui, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander à ce que le Sahara le Sahara occidental lui soit donné. D'accord? À partir de ce moment-là, l'ONU demande donc, quand ils font c'est la Cour de justice
international qui fait cette enquête et qui explique que effectivement il y a un lien historique entre les deux. Il y a des liens, c'est vrai, il y a des gens qui... mais que ça n'implique pas nécessairement la souveraineté du Maroc dessus. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une histoire entre vous, comme il y a une histoire entre beaucoup de pays, que ça implique nécessairement une souveraineté. C'est comme ça qu'ils ont tranché. Et donc, Hassan II, pas content de cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, en 75, de faire ce qu'on appelle la marche verte. C'est-à-dire que lui, il comprend que au niveau international, il n'aura pas de plébiscite autour de la revendication de ce territoire. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire la marche verte. On dit que c'est une marche verte qui serait, de prime abord, pacifique. Ce qui est rapporté, c'est qu'il y a 350 000 personnes qui sont descendues avec un Coran en main, qui sont descendues dans le Sahara occidental. Mais il semblerait, en tout cas d'après les témoignages de certains Sahraouis, qu'il y a eu énormément de... il y a eu, en tout cas, l'armée a fait beaucoup de mal là-bas. Donc, il y a eu des arrestations arbitraires. Une fois qu'ils se sont mis là-bas, il y a aussi un conflit. C'est-à-dire que quand le Sahara... bon, on a été... quand en 75, ils décident de faire ça, juste avant... bon, en 75, ils décident de rentrer. C'est là où ça devient un peu ingérable avec, pour l'Espagne. L'Espagne décide, à partir de ce moment-là, et c'est une nuance importante, de donner on va dire, la souveraineté administrative ou la responsabilité administrative, on va dire ça. La responsabilité administrative au Maroc et à la Mauritanie. Parce que la Mauritanie réclamait aussi sa part du gâteau sur le Sahara occidental. Donc, ils négocient, ils discutent, le Sahara occidental. Donc, c'est une vraie nuance. C'est que jusqu'à présent, et vous pourrez vérifier, l'espace aérien du Sahara occidental appartient à l'Espagne. Il n'appartient pas au Maroc. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace aérien du Sahara occidental, c'est l'Espagne qui intervient. Donc ça, il faut le savoir. D'accord? Ça appartient pas au Maroc encore. D'accord? Et ça, c'est encore officiel. Donc, ça devient donc, ils décident de laisser on va dire, cette responsabilité administrative aux deux. Lorsque la Mauritanie va réclamer son indépendance, elle aussi par rapport aux Français, à un moment donné, elle va décider de lâcher aussi cette part de, on va dire, cette part de territoire, cette partie nord, enfin la partie sud du Sahara occidental, elle va décider de le laisser. Et c'est là où on va dire qu'il va y avoir un conflit. Le Maroc va décider de descendre, va décider de prendre le contrôle de tout le Sahara occidental, mais on va dire que toute la côte est du Sahara occidental, il va rester sous le contrôle du Front Polisario, qui va à chaque fois être en conflit avec le Maroc pour réclamer son autodétermination. Le Front Polisario, lui, il va être soutenu par l'Algérie dans sa démarche. Il va être soutenu par l'Algérie dans sa démarche, pas pour les raisons forcément qu'on évoque tout le temps. D'accord? On sait que selon la lecture rapide, ils sont jaloux, patati et patata. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est un... sur le plan historique, a toujours soutenu les révolutionnaires. Ceux qui ont toujours voulu, par exemple la Palestine, on sait que l'OLP de Yasser Arafat, quand ils se forment, ils font beaucoup de voyages en Algérie. D'accord? C'est en Algérie qu'ils arrivent et qu'ils se forment. D'accord? Avec, à l'époque, Ouari Boumedienne, qui les soutient. D'accord? Qui les soutient. Et donc, qui les soutient financièrement, qui les arme, donc, Yasser Arafat allait souvent en Algérie. D'accord? Et on voit encore aujourd'hui, le grand soutien est fort et absolu si vous voulez, de l'Algérie à la cause palestinienne. Donc, idéologiquement, l'Algérie a toujours été du bloc Est, c'est-à-dire le bloc soviétique et pour la libération des peuples. Le Maroc, historiquement, on l'a vu tout à l'heure, on sait que, en tout cas la partie nord, elle a toujours eu une connexion avec le nord, avec l'Occident, le bloc Est. D'accord? Le bloc ouest, pardon.
Donc, elle a toujours eu cette sensibilité. OK? Donc, eux, ils ont soutenu le Front Polisario, comme ils ont soutenu, l'Algérie a soutenu le Front Polisario, comme ils ont soutenu, si vous voulez, l'OLP de Yasser Arafat pour la libération pour la libération de la Palestine. D'accord? Euh, Ce qui se passe, c'est que donc c'est pas nécessairement qu'une question de jalousie. Il y a aussi effectivement, et ça il convient de le dire aussi, une tentative aussi de déstabilisation sur, on va dire le développement du Maroc, ok? Parce que il y a aussi le leadership du Maghreb aussi qui se joue. Okay, avec les richesses qu'il y a au Sahara occidental, il y a évidemment une question de leadership sur la région et l'Algérie, et ça, il ne faut pas le cacher, ne veut absolument pas que l'Algérie la dépasse, en tout cas sur le plan du leadership. Et ça va avoir, ce conflit qu'il va y avoir sur l'hégémonie et sur la domination sur le territoire, ça va créer énormément de conflits entre eux. D'accord? C'est ce qui va faire que notamment, donc, notamment, le Maroc va soutenir le MAC, hein, les Kabyles, dans leur revendication d'autonomie aussi. D'accord? Ils vont le réclamer, puisqu'on sait que les Kabyles ont toujours réclamé ont une forte identité, ont toujours réclamé leur indépendance. Et donc, ils vont les soutenir là-dessus. D'accord? Ils vont décider de les soutenir dans cette démarche. Mais euh, 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 mais en tout cas, on en parlera, Yasser. T'as l'air très, 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 très offensif là-dessus, mais on en discutera. Euh, mais en tout cas, en tout état de cause, avec les richesses, on sait que Sahara occidental, il y a beaucoup de richesses halieutiques, hein, le poisson, la pêche, etc. Il y en a beaucoup qui viennent des côtes sahraouies, au niveau de l'agriculture, au niveau aussi du pétrole, de l'or. Il y a beaucoup de ressources aurifères. Il y a aussi, donc, sur le Sahara occidental, un gros enjeu aussi là-bas. D'accord? Donc, l'Algérie, évidemment, elle a son idéologie qui est propre, d'accord, qui est du côté des révolutionnaires, du côté de ceux qui veulent se libérer. Ça, c'est une réalité idéologique. D'accord? Ça, c'est historique, on ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a aussi cette tentative de déstabilisation et de freinage sur le développement du Maroc sur la région. D'accord? Il y a le leadership de la région aussi qui se joue. Et donc, du coup, il va y avoir énormément de conflits qui vont être liés à ça. D'accord? Et donc, systématiquement, il va y avoir entre guillemets, une opposition. Hein, d'un côté, vous avez d'un côté les pros, d'accord? Les pros, on va dire, sahraouis, et ceux qui ne veulent pas. Et avec le temps, on va dire que le, le soutien, il a commencé à s'effriter avec le temps. Hein, c'est que certains, à cause de leurs différents accords et des différents commerces qu'ils ont, soit avec le Maroc ou avec Israël entre-temps, et ben finalement, aujourd'hui, il y a 38 États, hein, qui maintiennent leur soutien. Il y en avait 84 au tout début. Il y en a 38 États aujourd'hui maintenant qui maintiennent, et certains, parmi les 38 États, ont une ambassade sahraoui là-bas, là, dans leur pays. Hein, d'accord? Il y a des pays qui ont une ambassade sahraoui là-bas. Donc aujourd'hui, la situation du Sahara occidental, euh, c'est que c'est un territoire qui est non autonome, évidemment. Pour l'instant, il y a un vide juridique autour de ça. Euh, le Maroc réclame au nom du droit historique, d'accord, euh, réclame au nom du droit historique le territoire sahraoui. Évidemment, le droit historique, ça peut pas être un argument. D'accord? On l'a dit par exemple, notamment pour Israël, on peut pas l'accepter. D'accord? On peut pas le dire d'un côté oui, d'un autre côté non. C'est pas possible. Si le nom du droit historique, il peut pas marcher là, il peut pas fonctionner là. Même s'il était vrai. D'accord? L'argument du droit historique, ça va un peu plus profond que ça. Et même s'il y a un lien, évidemment, mais le lien, il n'est pas forcément euh, absolu. D'accord? Le lien, il n'est pas forcément absolu. Quand on prend le parallèle avec l'Algérie notamment, regardez les Kabyles, on a parlé des Kabyles qui ont une forte identité. Il y a un lien notoire entre l'Algérie et il y a eu beaucoup de métissage, il y a eu du mélange, etc., etc. Mais la Kabylie voilà, c'est pas pour ça qu'elle accepte
bon, elle accepte juridiquement, administrativement la domination de l'Algérie, mais elle a encore ce côté très indépendantiste. D'accord, son côté très indépendantiste. Et donc le droit et les liens historiques qu'il y a entre les peuples n'impliquent pas forcément l'assujettissement d'un peuple, d'accord, ou la souveraineté sur une nation. Ça, c'est pas un argument qu'on peut reconnaître. D'accord, le droit historique. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas, la situation, elle est là. La situation, c'est que depuis 1994, les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Le premier conflit qu'il y a eu, c'était à cause des territoires de l'ouest de l'est algérien, qui appartenaient historiquement évidemment au Maroc. Et maintenant, le conflit, il est par rapport au Sahara occidental. D'accord? Donc, c'est-à-dire les tensions qui sont très vives entre les deux, ils sont par rapport à cette question du Sahara occidental. Et systématiquement, de toute façon, le Maroc va tourner le dos à tous ceux qui vont reconnaître le Sahara occidental, d'accord? Va reconnaître la République sahraoui. Donc évidemment parce que ça ne fait pas partie de son jeu politique. Euh, euh, de l'autre côté, les frontières ont été fermées en 94 parce qu'il y a eu un attentat en Algérie en 94. Et cet attentat, il y a eu des accusations que c'était l'Algérie qui aurait perpétré cet attentat. Évidemment, eux, ils l'ont pas apprécié et ils ont fermé de facto les frontières parce qu'il y a eu des réclamations. On a dit que c'était l'Algérie et que on retirerait. Ils ont réclamé le retrait des visas algériens, d'accord, des visas algériens pour le Maroc. L'Algérie, quand elle a compris ça, elle a fermé ses frontières et ce depuis 94. Les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Entre-temps, il y a eu le roi, Mohamed VI, il a tenté une approche pour essayer en tout cas que les tensions s'apaisent, mais c'est très tendu et on va dire que aujourd'hui, en tout cas l'entente entre les deux gouvernements, il semble pas être au beau jour. Petite précision, il faut faire la différence entre évidemment les hommes politiques et le peuple. D'accord, les hommes politiques et le peuple. L'Algérie, pourquoi elle est dure avec le Maroc? Parce que évidemment, il y a cette question de la normalisation qui a été très mal vécue au Maghreb et notamment, en tout cas par l'Algérie. C'était la normalisation des rapports entre l'Israël et le Maroc. Ces normalisations, elles ont eu lieu en 2017 sous l'influence des Américains et de Donald Trump à l'époque, qui, en échange du soutien des États-Unis sur le Sahara occidental, ils devaient reconnaître et normaliser leurs relations avec Israël. Ça fait partie des choses. Et aussi, les bases militaires, ils veulent pas voir Israël à leur porte. Et donc, parce que pour eux, ça représente un danger énorme. Cette normalisation des relations qu'il y a entre le gouvernement et Israël, ça, c'est le peuple est contre. Hein. Le peuple est contre cette normalisation. Et il y a eu des manifestations encore récentes du peuple qui demandait à l'arrêt des normalisations entre les deux gouvernements. Donc ça concerne évidemment des accords, ça concerne une question de concurrence, ça concerne une question aussi très mercantile, ça concerne des biens, de l'argent, ça concerne pas le peuple. D'accord, le peuple, lui, il est très droit dans ses bottes et il sait où est-ce qu'il va, que ce soit tant marocain que algérien d'ailleurs. Mais les gouvernements, ils sont amenés à prendre des décisions et ces décisions, parfois, ce sont des décisions politiques qui sont contre leurs propres idéologies. D'accord? Donc, le Maroc cherche des soutiens auprès de l'Occident, hein, de la France, de l'UE et de certains pays avec qui ils ont des accords commerciaux. Et, et c'est ce qui fait que ça crée un petit peu les tensions. D'accord, les tensions entre ces pays. Le Maroc, je réponds à Yasser, il n'y a pas simplement la Russie. Hein, le Maroc, et c'est la grande différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est que l'Algérie a une économie assez fermée, là où le Maroc a multiplié
à diversifier l'Algérie, par contre, c'est principalement russe. D'accord? Principalement russe, chinois. Mais le Maroc, c'est un peu tout le monde, hein. Elle achète un peu à la France, elle achète un peu aux Américains, elle achète un peu à Israël, elle achète un peu aux Russes. D'accord? Donc elle a pas de. Elle achète un peu à tout le monde, le Maroc. D'accord, ils achètent un peu à tout le monde, c'est pas simplement la Russie. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur sur l'histoire un petit peu et sur la situation actuelle, euh, euh, la situation politique entre le Maroc et son voisin, il est un peu tendu, il y a ces enjeux-là, et on espère, Inch'Allah, que le peuple, en tout cas, ne va pas tomber dans le piège, parce que malheureusement, c'est des sujets auxquels, quand on en discute, euh, ça crée énormément de haine et de tension. Les deux peuples s'invectivent, s'insultent. Et ça, c'est pas tolérable. D'accord? Ça, c'est absolument pas tolérable. Comme je disais, nous, notre pays, c'est l'au-delà. D'accord? Notre pays à nous, c'est l'au-delà. Notre pays, c'est pas ici. D'accord? Il faut pas que on se commence à créer des concurrences et on commence à se faire des guerres sur base d'une terre, comme si finalement Allah Azza wa Jal, quand il va nous, après la mort, il va nous demander, c'est bon, le Sahara occidental, il était à qui? Il était au Maroc ou au Sahraoui? D'accord? Comme si finalement, ça allait être la première question. Toutes ces questions-là sont purement mercantiles. D'accord? Toutes ces questions-là sont purement mercantiles. Inch'Allah, là, on va essayer de passer aux questions-réponses un petit peu, 10-15 minutes. On va essayer on va essayer de répondre, Inch'Allah. Euh, ok, une dizaine de minutes, Inch'Allah ou ta'ala. Serait-il possible que les deux gouvernements soient en réalité proches et que leur agissement soit au profit des grandes puissances? Non, non, FMS, c'est une question intéressante. Non, non, vraiment, en fait, il y a deux idéologies totalement différentes. Et là, ils peuvent pas, pour l'instant, ils peuvent pas s'asseoir à la même table. D'accord? Il y a deux idéologies totalement différentes. Et de toute façon, l'Algérie ne lâchera pas l'indépendance pour les deux raisons principales que l'on a citées. La première, il y a une raison idéologique, il ne faut pas le nier. D'accord? L'Algérie a toujours été du côté de ceux qui voulaient se libérer. Euh, mais de l'autre côté, il y a aussi une manière aussi de freiner de freiner le Maroc dans ses ambitions de développement. D'accord? À qui profite le crime? Bah, à qui profite le crime? C'est une bonne question, mais là, quand tu le vois, à qui profite le crime pour l'instant aux Occidentaux, parce que c'est eux qui profitent des ressources, des fruits, de l'agriculture, du poisson. Il y a beaucoup de choses qui sont marquées Maroc ou Espagne, mais qui viennent des Sahraouis. Ce qu'il faut, en fait, c'est le Maroc qui profite, parce que c'est le Maroc qui a 80% du territoire sahraoui et ses alliés. D'accord, forcément. Et c'est à ça que c'est à eux que ça profite, au Maroc et aux alliés. Pour l'instant, les Sahraouis n'ont que 20% du territoire. Quand il y a eu cette demande quand l'ONU a demandé un référendum, le roi Hassan II n'a pas voulu. Donc il a tout fait pour ne pas que ça se fasse, d'où la marche verte, d'accord, qui, en tout cas du témoignage marocain, s'est passé totalement pacifiquement, mais du témoignage des Sahraouis, non. C'est-à-dire qu'à partir de 75, toute tentative, euh, toute personne, et j'ai vu des témoignages, toute personne qui a réclamé ou qui a parlé un peu fort de l'ambition ou de l'ambition indépendantiste du territoire, il y a des gens qui ont été enfermés, d'accord, qui ont été vraiment enfermés pendant des années, des gens qui ont disparu, hein, parmi les Sahraouis qui réclamaient leur indépendance, qui ont totalement disparu, parfois pendant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 18 ans. D'accord? Jusqu'à 18 ans d'enfermement et ont disparu parce que c'était des indépendantistes. Il y a eu des tortures. Il y en a parmi les tortures qu'ils ont vécues. On parle ils appellent ça le poulet rôti. C'est-à-dire qu'on les fout dans une corde, on attache les pieds et les mains à une corde et on les torture. Donc il y a beaucoup il y a eu énormément d'intimidation du gouvernement pour freiner ces mouvements-là. Aussi, il y a eu sur le plan démographique le fait que les Marocains sont arrivés en bas sur le territoire. Aujourd'hui, s'il y a un référendum, ça crée énormément de problèmes. Parce que les Sahraouis, eux, ce qu'ils veulent, c'est une indépendance, un référendum qui concerne que les Sahraouis, et le Maroc demande un référendum qui concerne tous ceux qui y habitent. Mais comme
Il y a 80% du territoire maintenant appartient pas, mais en tout cas est contrôlé par le Maroc et l'armée marocaine. Et ben forcément que si on y inclut les Marocains, et ben le Maroc va gagner si on fait un référendum aujourd'hui. Donc là, on est dans un statu quo où, en tout cas, ça, c'est un conflit gelé, on va dire. On appelle ça un conflit gelé. Est-il possible que là, j'ai une question. Comment expliquer le soutien sans faille du Polisario sous prétexte de soutien au peuple opprimé, mais soutien à la Chine, l'ONU, sur le sujet de Ouïghours? Fameuse lettre qui est pleine d'Algérie. Alors, j'essaie de comprendre ta question. Comment expliquer le soutien sans faille au prolétariat sous prétexte du soutien au peuple opprimé, ok, mais soutien à la Chine, à l'ONU sur le sujet des Ouïghours. Est-ce que tu t'es renseigné sur le sujet des Ouïghours, monsieur Yasser? Ok, les Ouïghours, c'est qui? Ils sont soutenus par qui? Quelle est l'ambition? Ok, ça, on est d'accord. Mais pourquoi ils sont opprimés? Ah, c'est pas certains avancent, c'est vrai. C'est un mouvement qui est financé par la NED, qui, est qui vient des États-Unis et qui finance la demande d'indépendance des Ouïghours. Mais pourquoi? Par exemple, pourquoi on trouve les États-Unis avec les Ouïghours, mais on les trouve pas avec les Rohingyas, par exemple? T'as la réponse à ça? Pourquoi on trouve les Ouïghours et pas les Rohingyas? Pourquoi on trouve le soutien des Ouïghours, mais pas avec les musulmans de Centrafrique? Parce que la région est riche en ressources. Ok, ok. Ok, c'est intéressant déjà ce que tu dis par rapport au secteur au secteur est de la Chine. Déjà, c'est intéressant. D'accord? Donc, c'est une partie déjà vitale pour la Chine. C'est une partie déjà vitale. Quelle est l'ambition à travers ce soutien? Ce soutien ce soutien autour des Ouïghours. C'est quoi l'ambition en vrai? C'est normal que on saute sur l'occasion, mais ça n'empêche que les témoignages. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je te parle, moi, je te parle de quand tu dis que les US sautent sur l'occasion, c'est un procédé militaire, ça. Ça s'est passé notamment en Yougoslavie. En Yougoslavie, le Kosovo, ça a été la même chose. C'est-à-dire que la partie du Kosovo, c'est une région qui appartient historiquement à la Serbie. Mais c'est peuplé essentiellement à 80-90% d'Albanais. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait de monter le Kosovo, le fait de faire monter, demander au Kosovo de réclamer leur indépendance, qu'est-ce que ça a fait? Ça a in fine, euh, ça a in fine créé un conflit. Et Slobodan Milosevic, il est parti, il a martyrisé nos frères albanais, d'accord? Il a martyrisé nos frères albanais, mais en réalité, nos frères albanais, ils sont instrumentalisés par qui? Barakallah Fig Prince. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas perdre le nord. C'est-à-dire que, évidemment, que nos frères ouïghours sont des victimes collatérales, d'accord, sont des victimes collatérales d'une ambition, d'une guerre que les Américains font aux Chinois. Parce qu'ils savent que la Chine, demain, deviendra la première puissance mondiale. Donc, les soutenir dans cette tâche et dans cette ambition sécessionniste, c'est pour eux couper en deux la Chine de ses ressources. Et si tu coupes la Chine de ses ressources, bah, tu la ralentis. Les Américains, il faut bien comprendre ce qu'elle veut, c'est le leadership dans le monde. Elle veut rester le numéro un. Je ne dis pas que ce qui se passe sur les Ouïghours, c'est normal. J'explique juste la réalité de ce que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que nous, on voit juste nos frères souffrir, et non, ce sont des victimes collatérales, miskin. C'est-à-dire qu'ils se font massacrer
Parce qu'on est en train de jouer avec eux. Vous pensez si on connaît les Chinois, d'accord, si on connaît les Chinois, mais on sait parfaitement ce qu'ils vont faire si on les provoque. Évidemment que pourquoi les Américains, ok, Taïb, déjà à la base, quand tu dis, quand tu dis Moudjahidine, tu englobes tout. Eux, ce qu'ils voulaient, eux, d'accord, dans un premier temps, c'était la libération des les Américains, eux, ils avaient un œil sur la mer Caspienne parce qu'ils ont vu du pétrole là-bas. Ils ont vu des ressources là-bas. Ils voulaient faire sortir des oléoducs là-bas. Mais pour ça, il fallait faire sortir les Russes. Et donc, ils ont utilisé nos frères. Eux, ce qu'ils voulaient, bien évidemment, c'est de sortir de cette. Sortir des Russes, sortir les Russes de là-bas. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas perdre le Nord en expliquant ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que d'ailleurs ce qui s'est passé quand eux, ils sont partis? D'accord, les seigneurs de. Quand eux, ils sont. La première vague des Moudjahidines, ils se sont fait la guerre entre eux, les 7 seigneurs de guerre, là. Parce que l'Afghanistan, c'est un peuple qui est très complexe. D'accord? Il y a 7 seigneurs de guerre qui, finalement, maintenant, une fois que les Russes sont partis, qui prend le territoire? Qui prend le territoire? Ils ont commencé à s'allumer entre eux. Ils ont commencé à se faire la guerre entre eux. Ils rentraient chez les maisons et ça tuait des civils. Donc attention, ne pas perdre le Nord. Finalement, qui contrôle? Ouais, on a permis parce qu'ils se formaient au Pakistan. Mais une fois qu'ils sont arrivés, quand les 7 tribus, ok, on vous arme tous, sortez les Russes. Une fois que les Russes sont sortis, qui contrôle? Tout le monde voulait sa part du gâteau. Tout le monde, on parle de sincérité, mais regardons les faits. Et c'est après que les talibans sont sortis. Ils ont dit, ok, eux, en fait, ils arrachent tout. Nous, on va essayer de tout nettoyer. Faut faire attention, faut avoir une bonne lecture. Quand on dit, c'est exactement le parallèle, mais regardons ce qui s'est passé au final. Il n'y avait que des ambitions mercantiles. Chacun voulait le pouvoir. Chacun voulait le pouvoir au final. Jusqu'à ça tuer des civils, ça rentrait dans des maisons, des civils, et ça se tirait entre eux. Allahu Akbar. Ils ont été soutenus par le peuple, et finalement, ils se retrouvent à tuer eux-mêmes des civils. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc oui, évidemment que tout peuple a le droit à son autodétermination, mais il faut absolument pas perdre le nord dans tout ça, tu vois. Donc pour toi, il n'y a pas d'oppression chinoise. Fais attention à ce que tu dis, monsieur Yasser. C'est pas ce que j'ai dit, moi. D'accord, sur les Ouïghours. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Fais très attention à ce que tu affirmes. Moi, je n'ai absolument pas dit qu'il n'y a pas de choses sur le peuple ouïghour. Au contraire. D'accord, c'est pas ce que je te dis. Mon propos, il a été le suivant. J'ai dit que les Ouïghours sont les victimes collatérales. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un mal nécessaire dans l'ambition entre deux pays. C'est un peu ce qui s'est passé au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? On voit les Hutus et les Tutsis, mais c'est la partie visible de l'iceberg. En vrai, c'était la France contre les Américains. Ça, c'est la vérité du conflit. C'est pour ça que d'ailleurs, même euh, l'ancien commandant Ancel, Patrick Ancel, je crois, Patrick Ancel, aujourd'hui, il écume, il a écrit un livre, et il écume les plateaux dans lesquels il est en train de dire que la France a eu une participation morale au génocide rwandais. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est parce qu'ils veulent récupérer le territoire. Et ils ont mis des peuples entre eux en train de se faire la guerre. Est-il prétexte? Monte les trois et tu mets les autres faux. Ouais, ouais, après. Mais ouais, les deux faux, fort, tu dirais. Et il soutient ça. Et le prétexte que c'est une lutte contre le terrorisme, exactement. Plusieurs pays soutiennent ça en sachant qu'il y a un prétexte, un vrai honte. Et bien sûr, bien sûr. Écoutez, de toute façon, il y a une constante en géopolitique. Ce que vous voyez, c'est pas les vraies raisons. D'accord?
Ce que vous voyez, ce n'est jamais les vraies raisons. Il y a toujours une raison cachée, parce qu'on va toujours vous cacher les vrais intérêts. Oui, on voit un peuple opprimé qui réclame son indépendance, mais il se lève comme ça, gratuitement, et sans que vous savez parfaitement ce que les Chinois ils vont faire. Ils se lèvent parce qu'ils ont un soutien, parce qu'ils ont ci, ils ont ceci, cela. On a commencé à financer même les teams qui est un mouvement terroriste, pour leur libération. Oui, ok, j'ai pas dit que merci. De ta réponse très élaborée, que je n'avais pas vraiment connu jusque-là. Question, même s'il y a des exercices difficiles à faire, mais quelle est la plus grande probable évolution économique du Maroc dans les prochaines décennies? Alors, le mouvement, l'économie, moi, pour moi, en fait, moi, j'ai rien contre le fait que pour te dire la vérité, j'ai rien contre le fait que le Maroc soit souverain du Sahara occidental. Moi, je j'ai pas de problème avec ça. C'est pas la question. En fait, moi, je parle de fait. Et moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il faut un Maghreb fort pour avoir une Afrique forte. Il faut que chaque région de l'Afrique soit forte. Et pour ça, on a besoin de l'Algérie, du Maroc. D'accord? Et de l'ensemble des pays du Maghreb. Mais regardez comment la déstabilisation elle est. Et le conflit qui est entre le Maroc et l'Algérie, ça dessert l'Afrique, ça dessert le Maghreb, ça dessert et ça freine l'économie. Le fait que les frontières soient fermées, ça crée des problèmes. Tu imagines que plutôt que d'aller en camion, les camions partent par bateau, ça prend des jours, des semaines, ça coûte de l'argent, alors que ils ont tout à gagner à travailler ensemble en vrai. D'accord. Et même si demain il y a une indépendance du Sahara, c'est pas forcément contre le Maroc. C'est pas une question d'être contre le Maroc et pour l'Algérie. Non, ça peut être il peut y avoir des collaborations, sans aucun problème. D'accord. Il peut y avoir même peut-être un nouveau statut juridique qui fait que ok, on vous reconnaît, mais c'est nous on gère. D'accord. Donc il y a plein de statuts qui sont possibles. Donc la vérité, sur le plan économique, moi je ne nie pas le fait que un pays se doit de se développer, mais il doit trouver des moyens de se développer euh, sainement, tu vois, pas au détriment des peuples, pas par l'expropriation, pas par la torture, pas par ces choses-là. D'accord. Mais il faut pas, là, cette concurrence entre ces deux gros mastodontes du Maghreb, c'est chiant. C'est chiant. En tout cas, on est en train de dire que pour l'instant, l'indice de développement du Maroc, il est en train de bien se développer, oui. Est-il possible que l'Algérie, par manque économique, arrête le soutien aux prolétariat? Bah, même si un soutien, il n'est pas forcément économique, le soutien, il peut être aussi idéologique, politique, ça peut être un soutien moral, d'accord? Donc, euh, mais par exemple, regarde, l'une des choses qu'ils ont fait, d'accord, l'une des choses qu'ils ont faites, c'est que ils ont, à cause de cette grande tension qu'il y a entre les deux pays, ils ont beaucoup investi dans l'armement. Investir dans l'armée, ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, le Maroc se doit de trouver des ressources et donc, encore pire, ne lâchera pas le Sahara occidental, puisqu'il y a des ressources à prendre là-bas. Et l'Algérie, pareil, elle a cette ambition de freiner. Donc, aux côtes, ils ont énormément investi d'argent sur l'armement, parce que ça montre aussi la tension qu'il y a entre les deux pays. D'accord. Ça montre aussi cette extrême tension qui règne. Le Front pour les Polisario aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est-à-dire, monsieur Assad. L'Algérie a augmenté le budget militaire en 2024. Bien sûr, là, ils augmentent beaucoup. Ils investissent énormément sur l'armée à cause du conflit qui les mine sur les côtes. Que penses-tu de la proposition marocaine de désenclaver les pays du Sahel via Dakhla? Je- 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 Moi, il faut demander au peuple lui-même. Moi, c'est pas ça peut être une bonne idée parce que tout est relatif. Ça peut être si le Maroc le fait, c'est que c'est une bonne idée par rapport forcément dans son intérêt. Mais est-ce que c'est une bonne idée pour le peuple, tu vois? C'est pour le peuple qui vit là-bas. Tu vois, on ne sait pas, tu vois. Est-ce que, pareil, les Marocains qui y vivent, est-ce qu'aujourd'hui, ils sentent pas une identité sahraoui, en fait, tu vois? Est-ce qu'ils n'ont pas développé une identité sahraoui?
Je sais pas. Je pense pas, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. Je dis que ça dépend pour qui, tu vois. Pour le Maroc, c'est très certainement une bonne idée. Pour le peuple aussi, peut-être qu'ils ont vu l'intérêt aussi du peuple. Mais, euh, mais voilà, d'accord, le Polisario est un outil utilisé pour semer la fitna entre les Algériens et les Marocains. Aussi, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Il suffit de voir les dernières Coupes du Monde, les réactions aux frontières de Maroc pour savoir ce que pensent les locaux. Bah, tu sais, le territoire, il est à 80% géré par le Maroc, donc c'est un peu normal. Et la part des Méditerranéens, c'est profitable pour le Sahel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À diviser pour mieux régner, ça, c'est une stratégie militaire, hein, les amis. C'est une stratégie militaire. Et là, on y est, hein. Vous avez la Libye qui est arrachée. Vous avez le Maroc qui est dans son coin, l'Algérie qui est dans son coin. Ils se font la guerre. C'est malheureux. Justement, personne parle de loge maçonnique. Présente au Maroc. Ah, mais le monde, il est détenu par des élites, hein. FMS, c'est connu. Le trajet fonctionne très bien. Tu sais, la franc-maçonnerie, il y en a partout, hein. Même au Moyen-Orient, il y en a, hein, des francs-maçons. Non, je pense qu'il faut une vraie coopération entre les deux peuples. C'est dommage que ça en arrive là. Il faut juste pas. En fait, il faut juste être conscient que à partir du moment où les pays ont commencé à se faire concurrence et que leurs intérêts, ils ont commencé à être divergents, chacun se bosse pour son intérêt et ça crée des intérêts. Nous, c'est bizarre. On voit les intérêts contre, on voit les intérêts contre l'islam. On se dit comment des pays musulmans peuvent être comme ça. Mais, euh, mais en vrai, voilà, tu vois. Quel jeu joue la Mauritanie vis-à-vis du Maroc, du Sahel? On n'entend pas beaucoup parler d'eux. Bah, eux, ils se sont retirés, hein. Ils se sont retirés du Sahara occidental. Après, c'est un peuple majoritairement. C'est un peuple aussi. Il y a des Berbères au nord. D'ailleurs, ils font partie de la. C'est un pays considéré comme un pays arabe, hein. Donc, eux, ils ont lâché le Sahara occidental en 79 de mémoire. Ils ont lâché le Sahara occidental et ils ont laissé, on va dire, même si les frontières entre eux, elles est poreuse, c'est-à-dire que dans le sud, il y a beaucoup de Mauritaniens, berbères mauritaniens qui viennent et qui s'installent. D'accord? Au début, les Mauritaniens, ils avaient une ambition sur le Sahara occidental. Après, ensuite, plus. Si le gouvernement islamique, ils seront tous gagnants. Ah, ouais, elle est morte dans le sud, africaine noire. Exactement, ouais. Est-ce que le Maroc pourrait dépasser l'Afrique du Sud dans l'industrie? Le Maroc se diversifie. Le Maroc se diversifie sur pas mal de choses et ce que j'expliquais, c'était le problème. C'est ce que l'Algérie tente de faire actuellement. L'Algérie tente de se diversifier actuellement. Mais le Maroc, se diversifie, même si tu sais, par le tourisme, par les ressources naturelles qu'il y a dans le pays, l'agriculture, et les ressources qu'il y a aussi en bas, c'est-à-dire le phosphate, le poisson, c'est-à-dire que il y a plein de ressources, il y a plein de l'or, il y a plein de ressources et ça fait que ça crée plus tard un pays, même si le Covid il a fait beaucoup mal, ça crée un pays qui, en tout cas plus tard euh, peut être stable. En tout cas, se développe bien. Est-ce qu'elle va dépasser l'industrie de l'Afrique du Sud? C'est possible, c'est possible, hein, c'est possible, mais ça dépend des alliances après. Ça dépend des alliances, ça dépend de ce qu'elle va faire, ça dépend de ses choix stratégiques, ça dépend de tout ça.
Le roi naturel est que l'Algérie semble prendre la France un peu pour acquis. Quand la France dit non, l'Algérie en disant qu'elle n'avait pas besoin de. Je vais en parler, il n'y a pas besoin de noter que le Maroc ne reste pas isolé. Collaborativement, serait peut-être utilisé à réfléchir dans la relation avec le Maroc et d'explorer des opportunités de coopération. Ouais, c'est intéressant, Prime, ce que tu dis, oui. Le problème, c'est qu'il y a des. Le problème, c'est Israël. Le problème, c'est Israël. Le problème, c'est que tant qu'il y a Israël, l'Algérie, les poils, ils vont rester hérissés. Tant que Israël a une forte influence, tant qu'il y a cette normalisation, parce que normalisation d'Israël, ça veut dire base américaine, ça veut dire base israélienne, ça veut dire armement, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'opposition du Maroc, l'opposition du Maroc l'opposition d'Algérie au Maroc n'est pas simple, c'est pas une question de jalousie, c'est pas simple, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe. Elle est liée à, comme j'expliquais, le ralentir le développement, mais aussi, c'est aussi une question aussi très idéologique. C'est-à-dire qu'il y a Israël d'un côté, il y a l'Algérie de l'autre. L'Algérie ne sera jamais du côté d'Israël. Ça, c'est pour eux quelque chose de fondamental. Donc, tant qu'il y a ça, ça va être compliqué. Après, peut-être que l'Algérie va faire sa mue, et comme le font d'autres pays, ils vont prendre conscience que, bon, parfois, il faut regarder les intérêts et non, et non, et il faut regarder les intérêts et faire des concessions. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, l'alliance avec des gens qui nous opposent, ça n'a jamais été bon. Les alliances commerciales, pourquoi pas, à la limite, dans des bonnes règles, mais des alliances idéologiques comme ça, c'est. En tout cas, des alliances idéologiques qui vont contre nos frères, c'est quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, ça a été une des raisons de la rupture du traité de Hudaybiyah. Quand les Mécois se sont mis à tuer des musulmans, Allah il a rompu le pacte tout de suite. Les premiers versets c'est-à-dire que c'est terminé parce qu'ils ont rompu. Donc soutenir un pays qui tue nos frères, c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, normaliser les relations. Il faut dénormaliser ces relations et après, peut-être que ça ira mieux. Inch'Allah, est-ce que le roi implique politiquement ou il a une élite qui gère la politique? Ouais, il est impliqué aussi politiquement, bien sûr. Il est impliqué, mais il y a une élite qui est là derrière, mais il est impliqué, bien sûr. Inch'Allah, on atterrit, Inch'Allah, ta'ala, barakallahu fik, en tout cas, d'avoir assisté à cette assise, Inch'Allah, sur l'histoire, en tout cas, et les conflits. On essaiera peut-être faire une deuxième partie, parce que le conflit, il est complexe, et on n'a pas pu répondre à toutes les questions, en tout cas. Mais voilà, Inch'Allah, on espère que les peuples vont s'unir, on espère que les peuples vont s'unir, euh, on espère qu'ils vont savoir main dans la main, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte et assainisse un petit peu les tensions qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc et maintienne euh, l'Afrique bien. Juste, tu peux me répondre en MP. Quelle est ta question, monsieur Prince? Tu m'as envoyé quelque chose en MP, c'est ça? D'accord, ok, j'y répondrai, Inch'Allah. J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur MP et j'essaierai de prendre le temps de répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Inch'Allah ou ta'ala. Prenez soin de vous. Inch'Allah, on se voit très bientôt. Inch'Allah, pour une nouvelle assise. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.